Bien, bonjour à toutes et à tous. Chuco, nous avons décidé de porter un sujet et de contribuer à une réflexion sur des choses qui sont complexes aujourd'hui, qui sont comment peut-on, au travers de la transition énergétique numérique, contribuer à la croissance verte. Ces mots dits comme ça peuvent paraître un peu généraux, mais ne nous sont pas inconnus. Et à la fois, on sait qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour pouvoir continuer à réfléchir et qu'au sein de la filière, sinon d'autres le feront pour nous, on doit continuer à engager cette réflexion. Alors, déjà avant de commencer, puisque j'ai parlé du thème, qui sommes-nous? Nous sommes Chuco, fabricants de ce qu'on appelle les barres aluminium. Donc nous concevons et nous fabriquons pour des usages habitat, public et privé, logement collectif individuel, mais aussi pour le non résidentiel, les écoles, les lycées, les centres commerciaux. Chuco France existe depuis 50 ans et j'ai le plaisir, moi, d'avoir rejoint Chuco il y a quelques mois, oui. Donc je suis le poussin de service, mais je suis ravi qu'on puisse être présent grâce à tous les collaborateurs sur notre stand et ici pour aborder ce sujet avec vous. Je profite aussi de voir quelques amis du Club de l'amélioration de l'habitat avec son président Roger Macaire et j'en suis ravi. Et puis tous ici, des architectes, des clients, des jeunes, des moins jeunes, mais dans tous les cas qui ont envie de réfléchir ensemble. En tout cas, on l'espère qu'on apportera des éléments de réponse. Les enjeux auxquels nous faisons face, il y en a deux. Je disais le premier, tout le monde le connaît plus ou moins. Dans tous les cas, il fait l'objet de grandes tribunes dans tous les médias. De Kyoto à la COP21, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a donc un engagement politique. Ce n'est pas le terrain sur lequel nous allons être aujourd'hui. Mais il y a une nécessité claire de prendre en compte les 42% d'émissions de CO2 dans les bâtiments. La deuxième transition qui est importante, c'est la transition numérique et digitale. Pour moi, il y a deux choses. La numérisation et le véhicule qui porte cette numérisation qui s'appelle le digital. Les deux étant bien sûr dans l'environnement d'Internet, ce qui veut dire qu'il est forcément a priori loin de notre métier. Eh bien, ce que nous souhaitons aujourd'hui avec Dominique Naert, qui est ici, notre ami Dominique du CSTB, quelqu'un qui a démarré en 1971 par de l'apprentissage et qui aujourd'hui est au CSTB et qui a réfléchi, puisque c'est dans ce cadre plus personnel qu'il est là aujourd'hui, a fait une thèse sur la transition énergétique numérique. Génial, ça tombe bien, c'est ce dont il nous fallait. Enfin, on s'est adapté à lui, puisqu'il avait déjà fait la thèse depuis un certain nombre de mois. Mais je trouve que le sujet est vraiment, comment dire, important. Alors, encore une fois, et pour terminer, laisser la parole à Dominique, ce que nous souhaitons, c'est engager une réflexion, contribuer à une réflexion sur ce sujet. Nous souhaitons le faire dans le cadre, bien sûr, de Chuco, mais aussi, et j'y reviendrai, dans le cadre du Club de l'amélioration de l'habitat. Et j'espère que Roger, son président, sera tout à fait d'accord. Sinon, il faut qu'il me fasse un signe. Mais je pense qu'on peut engager cette réflexion ici, aujourd'hui. À l'issue de la présentation d'une partie, bien entendu, de la thèse Dominique, François Gélardo, notre directeur général adjoint, évoquera ce que nous faisons humblement sur le chemin de la numérisation aujourd'hui chez Chuco. Et bien sûr, on aimerait laisser un peu de temps à vos questions, puisque l'essentiel, c'est quand même vous, c'est qu'on puisse entamer ce dialogue déjà un peu aujourd'hui. Dominique, c'est à toi. Bien. Quand j'ai commencé mon apprentissage en 1971 et que 2 ans plus tard, je rentrais chez les Compagnons du Devoir, j'avoue franchement que on ne connaissait pas de problème de chômage, on ne connaissait pas ce qu'était la mutation énergétique, la transition énergétique, et on ne savait pas non plus, on ne pouvait même pas imaginer la problématique de la mutation numérique. Alors, après ce demi-siècle passé dans le bâtiment, à quelque chose près, je me suis permis de m'inscrire à un master spécialisé à l'École des Ponts sur le bâtiment, l'immobilier et l'énergie, donc tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par une chose relativement simple à comprendre, parce que tout le monde le sait et on va enfoncer quelques portes, mais bon, il faut poser quand même la question complètement, à savoir que
aujourd'hui, on construit autour de 50 à 55 millions de mètres carrés en neuf. On en rénove à peu près autant d'ailleurs, 50 à 55 millions de mètres carrés chaque année. Or, nous avons sur notre territoire environ 4 milliards de mètres carrés à rénover. C'est-à-dire que la transition énergétique n'est pas un problème de construction neuve, c'est un problème de rénovation du patrimoine bâti. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel maintenant nous sommes à peu près tous d'accord, mais il faut connaître les chiffres pour bien comprendre. Ça veut dire à peu près 33 millions de logements construits pour à peu près 400 000. Alors quand je dis 400 000, on est bien d'accord qu'on est largement en dessous de 400 000 en ce moment, 400 000 constructions neuves et à peu près en rénovation, à peu près autant en rénovation. Problème technique. Alors deuxième élément qui nous permet de bien réfléchir à la rénovation énergétique, puisqu'on est bien d'accord que c'est la rénovation énergétique qui nous interpelle, c'est le fait que sur les 123 milliards d'euros de réalisés chaque année dans le bâtiment, alors d'aucuns parleront de 125, de 130, 130 c'était il y a quelques temps, c'est un peu redescendu, enfin on est autour de 125 milliards d'euros de mètres carrés, et ces 125 milliards de mètres carrés, 125 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires dans le bâtiment sont réalisés par à peu près 482 000 artisans, à peu près 500 000 artisans, 120 000 travailleurs détachés, 109 000 intérimaires, 200 000 travailleurs immigrés. J'aime en parler, pourquoi? Parce que sur les 1,5 million de personnes qui travaillent sur les chantiers, hein, je vous épargne les 500 000 personnes qui encadrent, dont nous faisons partie tous ici, mais je vous parle effectivement des 1,5 million de personnes qui réalisent la transition énergétique ou qui devraient réaliser la transition énergétique. Donc 1,5 million de personnes sur les chantiers, 482 000 artisans et 500 000 personnes qui arrivent de loin, souvent, ou qui ne seront jamais formées correctement. C'est en fait, sur les 123 milliards d'euros de réalisés chaque année, 80 milliards sont réalisés par des entreprises de moins de 20 personnes. C'est-à-dire 75%, 3/4 du bâtiment est réalisé par des entreprises de moins de 20. Et puis si je voulais même pousser plus loin, je pourrais dire que les très grandes entreprises ne représentent que 11% du chiffre d'affaires. Ça ne représente rien. Donc c'est bien les entreprises, on va dire jusqu'à 50, qui réalisent le bâtiment en France. Et plus que ça, 50% de ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire 60 milliards du chiffre d'affaires du bâtiment, est réalisé par des entreprises de moins de 10 salariés. Donc notre problématique est entière, parce que l'artisan, quand il travaille, il gagne de l'argent. Quand il arrête de travailler pour aller remplir des formulaires, aller demander des permis, aller se former ou aller à Batimat, à ce moment-là, le compteur s'arrête de tourner. Donc il faut bien trouver des solutions aujourd'hui pour faire en sorte que ces gens-là soient formés et informés. Alors voilà la problématique de base, c'est-à-dire que la rénovation énergétique est réalisée par des très petites entreprises ou des PME. Alors d'autant que si nous prenons maintenant l'objectif que vous allez avoir de rappeler pendant ces quelques semaines, c'est-à-dire le célèbre facteur 4, qui considère que d'ici 2050, nous aurons à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, alors là, la problématique devient absolument gravissime. Grosso modo, on va connaître ce qu'on va appeler l'effet ciseau. Ce qui veut dire par là qu'effectivement, les 4 milliards de mètres carrés, si vous prenez les 4 milliards de mètres carrés que nous avons à rénover, et qu'on considère qu'aujourd'hui on n'en fait que 50 millions à 55 millions, allez, combien il faut? Vous faites 4 milliards divisé par 50 et vous voyez à peu près ce qu'il en est, à peu près 70 ans.
Mais c'est plus que ça, parce que on va dire en 30 ans de temps, en 35 ans, on rénove en général une fois et demie l'ensemble de nos habitations, de nos logements. Et dans ce cas-là, vous arrivez à 6 milliards. C'est-à-dire qu'il faudrait réaliser chaque année, non pas 55 millions de mètres carrés, mais 155 millions de mètres carrés. Alors là, les problématiques sont systématiquement différentes. C'est qu'effectivement, il ne faut pas, non pas 1,5 million de salariés et d'artisans qui doivent réaliser les travaux sur les chantiers, mais 3 fois plus. Alors on va considérer que l'évolution technologique va nous permettre de gagner un petit peu. Alors il faut multiplier par 2,5. Mais les problématiques de travailleurs détachés, de travailleurs immigrés, d'intérimaires se posent autrement. Et puis il se pose un autre problème, ça va être effectivement l'arrivée de la génération Y dans le bâtiment, qui ne veut absolument pas y venir d'ailleurs. Je parle sur les chantiers. Alors, autre problématique que je connaissais évidemment, puisque aujourd'hui je suis maître d'ouvrage, mais ma longue expérience dans le bâtiment m'a permis de le constater, mais je suis allé voir les entrepreneurs, les assureurs, tout le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la grosse problématique que nous avons aussi dans le bâtiment, c'est la non-qualité structurelle sur les chantiers. Alors sur les chantiers, souvent ça dépend beaucoup, évidemment, de ce qui est fait en amont. Et donc on peut considérer que nous sommes tous responsables. À savoir si nous sommes coupables, on va le savoir plus tard. Alors, vous connaissez toutes les problématiques de modification permanente des architectes ou des maîtres d'ouvrage qui entraînent évidemment des modifications à étudier par les bureaux d'études, mais aussi les modifications de planning, évidemment les modifications de devis, et puis la problématique parce que de toute façon le devis ne bougera pas. Vous connaissez aussi les problèmes de compréhension de consignes. Quand je parle des 500 000 travailleurs qui sont sur les chantiers et qui ont une problématique de compréhension des consignes, eh bien là, ça devient absolument aigu. De savoir-faire et de compétences, avec les 80% de classes d'âge qui doivent aujourd'hui être titulaires d'un bac, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a vidé les métiers de toutes les intelligences, et pour être quelqu'un de très compétent, il faut être intelligent. Ça, c'est une équation qu'on n'a pas tout à fait compris. Et puis, évidemment, moi qui suis au CSTB, bon là, je ne suis pas en tant que CSTB, hein, je fais quand même des petites guillemets, je suis en tant qu'étudiant. Eh bien, les règles et les normes qui arrivent en permanence et qui viennent s'incrémenter, eh bien, posent aussi un certain nombre de problèmes de compréhension, d'intégration et même d'information. Alors tout ça, ça fait quoi? Ça fait, selon l'AQC, 200 000 sinistres de déclarés chaque année et 1 milliard d'euros de dépensés, enfin de remboursement de ces sinistres par les assurances. 1 milliard. Mais ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la non-qualité qui entraîne un certain nombre de sinistres avant la réception de chantier. Vous connaissez la technique, les assureurs prennent à partir du moment où le chantier est réceptionné sans réserve. Évidemment, tout ce qui est en amont, où on casse, on recasse, on fait, on refait, on démonte, on change, on achète des matériaux une fois, 2 fois, 3 fois, eh bien à partir de ce moment-là, vous pouvez considérer qu'il y a un sacré problème et l'AQC estime que c'est entre 10 milliards et 25 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire un problème de productivité permanente sur les chantiers. Et d'ailleurs, Christian Baffy, qui est actuellement le président de la SMA BTP, il connaît bien les chiffres, et de 3F, mais qui a été aussi président de la FFB, explique qu'en 15 ans de temps, nous avons perdu 11% de valeur ajoutée dans le bâtiment. Alors, voilà l'ensemble de la problématique de base. Alors, quelle solution?
Alors je ne dis pas que je vais trouver toutes les solutions, mais je vais proposer des pistes qui vont nous permettre de tous nous mettre d'accord. Enfin, en tout cas, de nous mettre en accord pour pouvoir avancer ensemble. Et la problématique est globale, c'est-à-dire c'est tant au niveau des pouvoirs publics, c'est tant au niveau des entreprises, au niveau des industriels, au niveau de la formation, voire de l'éducation nationale. Alors, il y a quelque chose qui est en train de poindre aujourd'hui. Là encore, on en parle beaucoup globalement. On a beaucoup d'articles sur le Moniteur et dans tous les journaux professionnels. Mais c'est quelque chose qu'on regarde de loin et dans lequel on n'est pas tout à fait tous rentrés. J'oserais presque dire qu'à quelque chose près, même ici, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés dedans, si ce n'est peut-être les industriels. Parce que, en définitive, qu'est-ce que c'est que le BIM? C'est une technologie qui est absolument utilisée dans l'automobile, dans l'industrie, dans l'aéronautique en général, enfin, dans toutes les activités industrielles et qui n'étaient pas encore arrivées dans la dernière industrie, la plus ancienne d'ailleurs, qui est le bâtiment. Et maintenant, ça arrive, ce n'est simplement qu'une transition, un transfert de technologie, en même temps que nous sommes en train de vivre un transfert d'organisation. Alors, le BIM, c'est de la 3D. Vous allez me dire de la 3D, c'est pas d'aujourd'hui, bien évidemment. Ceux qui ont inventé la 3D, c'est les cisterciens à l'époque des cathédrales. Donc, après, sur ordinateur, c'est un peu plus vieux, enfin, ou un peu plus jeune plutôt. C'est, 1987. Je donne des chiffres comme ça, mais enfin, la moitié des années 80. Et puis, mais quel intérêt apporte le BIM? Le BIM, ce sont des maquettes en 3D réalisées par l'architecte pour la partie architecturale, par les bureaux d'études pour la partie qui les concerne, c'est-à-dire on ne travaille plus en 2D, on ne travaille plus sur des abacs. Les abacs, on les incrémente sur la maquette, puis vous avez effectivement la maquette du bardeur, la maquette du maçon, la maquette du charpentier, du menuisier, du couvreur, etc. Et les maquettes 3D qui arrivent et qui se confondent, et on va regarder à quel endroit on a des soucis. C'est-à-dire que, par exemple, la VMC, souvent, vous avez des tuyaux extraordinaires qui arrivent, et puis on s'aperçoit que le sous-plafond, ça ne passe plus. Je l'ai vécu très souvent, enfin vous aussi, hein, sans doute. Eh bien ça, on l'a vécu, on le fait en amont. Alors, on pourra revenir sur le BIM, d'autant que François va vous donner des exemples de chantiers réalisés avec le BIM. Mais le BIM permet effectivement de faire la maquette avant. Là encore, je reviens à l'époque des cathédrales. À l'époque des cathédrales, eh bien, là aussi, on faisait une maquette avant qu'on présentait au maître d'ouvrage, et le maître d'ouvrage disait on y va, et à partir de ce moment-là, on réalisait les choses. Alors, on pourra revenir tout à l'heure, on va continuer, on va passer à la slide suivante. Parce que le plus important, c'est de savoir qu'effectivement, la modification que vous connaissez, que vous avez ressentie, que vous sentez, que vous avez vu à travers l'exposition, à travers le salon Batimat, eh bien, on le vit un petit peu, ça arrive, et puis ça va arriver très vite parce que ça va être exponentiel. C'est évidemment l'arrivée des smart grids, c'est-à-dire des réseaux intelligents, de la GTC, la gestion technique des constructions, des compteurs communicants. Ça, EDF va étendre va brancher 35 millions de compteurs intelligents. Les vitrages, la serrure, l'éclairage intelligent et connecté, les revêtements à changement de phase, les tuiles photovoltaïques, je vous en passe et des meilleurs, vous pouvez le voir. Et puis ce qu'on appelle la technologie de l'information et de la communication qui va changer complètement la façon de travailler sur les chantiers. Je vous ai parlé d'anticipation avec le BIM. Eh bien, sur les chantiers, les choses vont aussi évoluer. Et là, vous avez quelques entreprises qui fonctionnent très bien et qui travaillent très bien sur ces sujets-là. Des sujets que quand vous êtes déjà
constructeur ou fabricant de fenêtres, par exemple, c'est des sujets qui vous paraissent presque logiques, mais que vous ne voyez pas sur les chantiers. C'est-à-dire l'arrivée de capteurs, par exemple l'humidité. Pour pouvoir poser un sol souple correctement, il faut que l'hygrométrie et la température soient bonnes, mais il ne faut pas venir toutes les 3 minutes sur ce chantier. On reçoit sur sa tablette smartphone le niveau hygrométrique et la température, et on peut comme ça intervenir. Les puces RFID, vous savez, c'est ces puces qu'on va mettre dans les chape, dans le béton, un petit peu partout, et qu'on va encoder pour avoir une sorte de carte d'identité du produit, et qui servira largement quand il y aura des sinistres d'ailleurs. Les EPI intelligents, vous savez, les équipements de protection individuelle, alors là, ces équipements vont devenir intelligents. Aujourd'hui, par exemple, Colas réalise un casque, évidemment avec la communication intégrée, mais aussi avec une visière sur laquelle les hologrammes du chantier vont être projetés. Les drones, bien sûr, c'est parti, les grues à pilotage déportées, les exosquelettes, c'est-à-dire permettre à chacun de porter quelque chose d'une façon beaucoup plus efficace. J'ai 5 minutes. Et puis ensuite, évidemment, des éoliennes de chantier, c'est-à-dire que ce que vous allez avoir à installer chez les particuliers ou autres, eh bien, vous aurez à le faire aussi sur les chantiers en tant qu'entrepreneur, parce que tout simplement, le client ne voudra plus que ce soit autre chose que des énergies renouvelables qui soient installées sur les chantiers. Et puis, vous avez une dernière chose que... faut venir en arrière une petite fois, puis après j'ai terminé. Une dernière chose qui va arriver, c'est ce que j'ai appelé les barbares attaques. Les barbares attaques, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est un peu le sujet. Vous savez, les gens qui étaient dans le numérique il y a quelque temps ne s'intéressaient pas du tout au bâtiment parce que c'était pour eux un champ qu'ils ne connaissaient pas et c'était quand même assez ringard. Et puis d'un seul coup, ils se sont aperçus que c'était beaucoup de chiffres d'affaires. Ils arrivent. Vous savez que Google arrive à fond, mais pas simplement. Vous avez beaucoup de réseaux qui sont mis en place par des gens qui n'ont rien à voir avec le bâtiment et qui sont en train de faire se révolutionner l'ensemble de notre métier avec le coworking, le coéquipement, les réseaux d'entreprises, le crowdfunding, etc., etc. Alors, je vais terminer par ça. C'est, puisqu'on est dans une entreprise allemande, eh bien, les Allemands se sont réunis à la foire de Hanovre, l'équivalent sans doute de ce qu'on vit ici, en 2013. Et en 2013, tous se sont réunis et ont décidé avec l'État fédéral d'avoir un objectif, c'est l'industrie 4.0. Alors le 1.0 c'est Internet, 2.0 c'est tout ce qui est autour d'Internet, 2.0 je fais un peu schématiquement, 2.0 c'est les réseaux, 3.0 c'est les objets connectés, le domotique par exemple, et 4.0 c'est les ordinateurs intelligents, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et ils se sont dit, pour répondre à l'industrie 4.0, il faut qu'on mette en place un système de formation initiale et continue, performant, qui va nous permettre d'être présents en temps et heure voulu. Et effectivement, le principe de la formation professionnelle allemande initiale, c'est que ce sont les industriels qui font les programmes et qui les actualisent, c'est-à-dire qu'ils n'enseignent pas l'histoire du métier, mais bien le métier, et pour faire en sorte que les jeunes soient employables, qu'ils soient initiés évidemment au BIM, et que les professionnels qui sont aujourd'hui déjà dans le métier aient un profil de formation personnalisé et hybride, c'est-à-dire capable de faire en sorte qu'ils soient adaptables par rapport à la mutation qui nous occupe aujourd'hui. Voilà, et après évidemment, on peut dérouler un ensemble de propositions, soit en formation initiale, soit en formation continue, et c'est ce que je me suis permis de faire sur ma thèse que vous pourrez évidemment avoir en lecture si ça vous intéresse. Merci Dominique, on pourrait continuer et on va poursuivre d'ailleurs. Avant de passer aux questions, François, est-ce que tu peux nous dire ce que Schuco, là aussi humblement, hein, c'est vraiment un début, fait aujourd'hui pour contribuer
à cette transition énergétique numérique. Oui, merci Jacques. Je passe rapidement les slides parce que c'est vrai que Dominique avait beaucoup de sujets à aborder et qui pourront être traités lors des questions dans quelques instants. Simplement chez Schuko, nous sommes déjà dans ce monde numérique déjà avec le BIM, puisque nous avons, par l'intermédiaire de nos clients et des architectes qui travaillent avec nous et qui mettent en œuvre pour nos clients les systèmes que nous concevons, un certain nombre d'exemples de chantiers qui sont déjà travaillés en BIM sur le territoire, en France. Quelques exemples à vous citer. C'est le cas de la Fondation Vuitton, qui a été réalisée intégralement en BIM et pour lequel un de nos clients a utilisé nos systèmes. Un client qui s'appelle Cipral, et c'est un grand chantier que tout le monde connaît et qui est très représentatif, bien évidemment, des dernières technologies utilisées. Un autre chantier qui est en cours de construction aujourd'hui dans la région parisienne qui s'appelle Arena 92. Là aussi un chantier intégralement conçu en BIM et pour lequel nos clients, avec notre aide, ont pu mettre en œuvre ces systèmes et intégrer leur conception à la plateforme BIM dont vous a parlé tout à l'heure Dominique. Troisième exemple, qui est aussi en cours de fabrication actuellement et qui vous montre là aussi que ce développement BIM est important sur de nombreux chantiers. C'est un chantier qui s'appelle Thales, aujourd'hui à Bordeaux, un regroupement important de Thales, un des plus grands chantiers actuellement en France, qui est en cours de réalisation avec un de nos clients qui s'appelle Paquet Fontaine. Là, on parle de projet, mais il faut bien savoir aussi que comme le disait Dominique, le BIM, ça va non seulement concerner des grands projets un peu exceptionnels, comme les trois que je viens de vous montrer, mais ça va concerner des projets quotidiens de nos clients, des architectes. Et pour cela, nous avons déjà, nous, chez Schuko, développé un certain nombre d'outils qui sont à disposition des architectes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études et nos clients, et en particulier sur nos sites, puisque sur nos sites, nous avons déjà créé des maquettes numériques dans différents formats, Revit, Archicad, qui existent sur déjà plus d'une trentaine de produits standards de nos gammes, ce qui veut dire qu'ils peuvent être intégrés aujourd'hui à des maquettes et se retrouver dans ces plateformes BIM sur des projets de toute dimension et de toute importance. Et puis dernier sujet, dernier exemple, peut-être un peu plus concret, parce que ça montre que le numérique, comme le disait Dominique, il est non seulement aujourd'hui dans les études, mais il est aussi dans les ateliers. On a développé, et on le présente ici sur notre stand à Batimat, un écran d'atelier sur lequel directement les opérateurs, les compagnons chez nos clients pourront aller chercher les documentations, les informations, les informations qui sont liées à leurs affaires, à la fabrication concrète des fenêtres et des façades dans l'atelier. Et ça, c'est un exemple concret qu'on a voulu citer, car il permet de vous montrer que la numérisation, ça arrive non seulement dans les bureaux d'études et sur les chantiers, mais déjà dans les ateliers. Voilà. Ouais, j'applaudis alors que je ne devrais pas, je suis Schuko, je suis désolé. Bon, c'est le début, il faut être humble, on n'en est qu'au début, mais nous avons déjà pris ce sujet, et ça c'est bien. L'autre point, je voulais vous dire une dernière chose, j'ai parlé du club et de filière. Bien sûr que la filière est indispensable, et ce que nous faisons ici, c'est dans le cadre de Schuko. Je suis moi-même directeur général de la société, et bien entendu que je souhaite qu'on qu'on contribue à cette réflexion avec nos collaborateurs, avec nos clients. Je vois la société Garrick qui est là et d'autres. Merci d'être ici. Vous donnez de l'importance. Sans vous et sans les prestataires, je vois quelqu'un qui recrute nos commerciaux qui est ici. C'est bien, c'est important, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Mais ce que je vous propose, c'est de vous informer. Et Roger, j'ai le plaisir de te dire que Schuko rejoint le club de l'amélioration de l'habitat. Voilà, je suis ravi de pouvoir avec François, on avait une réunion, et Virginie. Donc je crois à la famille du club parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est brillante et parce qu'elle a en son sein, depuis 20 ans qu'elle a été créée, la capacité à mobiliser des entreprises du public, des entreprises du privé, Engie, EDF. Allez voir le club de l'amélioration de l'habitat, là aussi digitalisons-nous et vous verrez que je pense on peut mieux comprendre, on peut mieux tester et on doit surtout poursuivre cette réflexion. Voilà. Merci à toutes et à tous. Au revoir.